Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et suis très heureux de vous retrouver enfin pour cette deuxième saison de Mordu. Et qui dit nouvelle saison dit nouveau format. Nous diffuserons désormais un épisode de Mordu chaque mardi. Le premier mardi du mois, c'est l'interview d'un rider inspirant. C'est le format que les habitués connaissent, vous verrez, on a rencontré les meilleurs de chaque discipline. Le deuxième mardi du mois, ce sera Tendance Ride. On s'est fait un petit cadeau en proposant à Thierry Serret d'intervenir sur Mordu. Thierry, on l'adore. Il est expert des sports de glisse et cofondateur de Code Zero. Dans chaque épisode, il décryptera les derniers phénomènes du monde du ride. Le mec est génial, je suis sûr que vous allez adorer l'écouter. Troisième mardi du mois, on se retrouvera avec le spot ultime. Notre invité du mois nous parle de sa destination ride préférée et partage ses bons plans. On espère vous donner plein de nouvelles idées pour partir rider, que ce soit au bout du monde ou tout près de chez vous. Enfin, le dernier mardi du mois, on se retrouvera pour Culture M, la culture G pour les mordus. Laura, la co-créatrice de ce podcast, vous propose une chronique décalée mais solidement documentée pour initier le plus grand nombre au jargon et au milieu. Et même les plus pointus pourraient apprendre 2-3 trucs. Voilà pour la nouvelle programmation. On continue à rencontrer des personnalités hors du commun, tout en vous apportant des infos inédites dans des formats plus concentrés. On espère que ça va vous plaire. Mais à tout seigneur, tout honneur. Revenons sur notre premier invité du mois, un des kings du parapente, Elliot Notchez. Loin de l'image à papa que certains ont encore, vous allez découvrir le parapente sous toutes ses facettes. Si Elliot va au bout de sa passion, il est tout sauf un trompe-la-mort. Derrière l'apparente décontraction et un sourire XXL, il est devenu un réel cascadeur professionnel dont chaque exploit est millimétré. C'est aussi un mec super généreux qui prend autant de plaisir à s'envoyer en l'air qu'à partager sa passion avec le plus grand nombre. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu. Elliot Notchez, l'as des as du parapente. Salut Elliot, bienvenue sur Mordu. Eh ben salut, enchanté. Je suis hyper content que tu sois avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Eh ben tout pareil, merci à vous. Alors moi je vais partager déjà avec les auditeurs mais une énorme frustration, mais énorme, c'est que en te contactant tu m'avais dit bon allez on va faire une partie du podcast en l'air avec moi sur le parapente et là on n'a pas les bonnes conditions. Eh ben ouais, on aura un meilleur son dans la chambre que sous clair. le parapente. Alors, mais c'est vrai que je m'étais dit, oh la galère, comment je vais faire pour lui monter son ouais, truc derrière. Ça a été plus compliqué pour toi. Mais alors du coup, moi, ça aurait été ma première fois en parapente, j'étais super excité. Est-ce que toi, tu peux me raconter ta première fois en parapente? Eh ben ma toute première fois en parapente, je peux pas te parler de souvenirs vraiment précis. J'avais 2 ans avec mon papa. J'étais un peu autiste, je passais mon temps à regarder par la fenêtre. Je disais pam pam, ça veut dire que moi je voulais faire du parapente. Avant de dire papa maman, je disais pam pam. Et au bout d'un moment, ils ont craqué. Il a emmené ma soeur voler. J'avais piqué un casque. Je me suis endormi avec le casque en regardant la vidéo en boucle. Et là, le père, il a dit bon bah, je crois qu'il a vraiment envie de faire du parapente, le jeune. Donc premier vol en biplace, c'était j'avais 2 ans. Donc pas des souvenirs, des beaux souvenirs en images, mais pas vraiment dans ma tête. Après j'en ai plein dans mon enfance, des souvenirs de parapente. Mais voilà, les premiers vols, les vols où je faisais la sieste en l'air et tout ça, non. Donc là, tu dis, ton père t'emmenait, tu faisais la sieste ouais, côté de lui. Le premier coup, il m'a vu m'écrouler devant lui en tant que passager. Il bon, il a fait un malaise. Il est vite allé se poser, j'ai arrivé en bas, je l'ai engueulé parce qu'il m'avait réveillé de la sieste. Et là il s'est dit bon bah le mercredi après-midi pour garder le gamin ça va pas être compliqué, on va aller faire du parapente maintenant. C'est énorme, donc là nous on est chez toi, chez ton père à Chambéry, t'es vraiment un enfant de la balle, t'as grandi ici et grandi tout dans de les suite montagnes, tout de suite dans le parapente, tout de suite papa était ancien guide, il avait fait ses études pour guide de haute montagne à Chamonix, donc tout le temps connecté vraiment en montagne et voilà, sport outdoor et vraiment dans ce milieu-là qui me passionne et puis du coup on n'a pas lâché le truc quoi. Ah, donc toute ta vie là, ça fait 25 ans que tu fais du parapente, toi t'as 27 ans aujourd'hui. Ouais, ça fait 25 ans maintenant que je vole là. En biplace, ça fait 17 ans en solo de mes propres ailes, mais ouais, ça commence à faire quelques années, quelques heures passées dans le ciel. Là. Ouais, c'est clair. Alors, explique-nous un petit peu là. Aujourd'hui, on n'a pas les conditions pour faire du parapente parce que y a beaucoup d'air, il y a de la pluie qui est annoncée.
C'est quoi les bonnes conditions pour faire du parapente? Ouais, donc passer à l'actuel où il y a de la pluie, des nuages et du vent. On en est loin du coup des conditions optimales. Non, c'est des journées à l'inverse de ce que tout le monde croit, il nous faut pas beaucoup de vent. Beaucoup de gens pensent qu'on vole en parapente grâce au vent. Et quand on vole et que c'est la folie pour nous, ils nous disent mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, ça devait pas être bon. Alors que pour nous, c'est pas ça du tout. Le deuxième écho qu'on entend souvent du grand public, enfin les non-pratiquants, c'est journée canicule, 45 degrés quand tout le monde est en train de mourir dans les vallées. Ils pensent que c'est très bon pour le parapente, alors qu'il nous faut de la différence de température. Nous, ce qui nous intéresse en parapente, c'est les ascendances pour pouvoir rester en l'air. Et il faut de la convection, il faut que le chaud circule à travers le froid, il faut que les bulles d'air chaudes montent, donc il ne faut pas qu'il y ait 50 degrés caniculaires dans les vallées et pas trop de vent. Bon, après, il y a Alors 80. attends, comment tu sais là, toutes ces histoires de On regarde un peu la convection, météo, on a pris quelques cours avec les météorologues pour comprendre comment ça marche, les hémagrammes et tout ça. Généralement, quand on se lève le matin qu'il fait 40 degrés, qu'il n'y a plus un humain qui respire, on sait que c'est caniculaire et on est tous conscients de ça. Après, ouais, il y a plein de petits. C'est pas très compliqué la météo qu'il nous faut en parapente. Ouais, quand il y a 100 km/h de vent, c'est pas possible de. Enfin, 50 km/h de vent, c'est pas possible de voler. Quand il pleut, c'est pas possible. Et quand c'est caniculaire, je parlais des conditions quand il fait 40 degrés, on peut voler. On n'a pas d'ascendant, c'est pas les journées optimales, mais et vraiment la journée optimale, c'est beaucoup au printemps. Genre le mois de confinement, là c'était des conditions optimales de chez Optimal, là, des belles ascendances, pas beaucoup t'as eu de bien le temps vent. de regarder les bonnes conditions optimales sur J'ai ton eu le temps ordinateur. de voir les oiseaux qui volaient devant le balcon, qui étaient fin heureux. Mais voilà, des journées où forcément avec un bel ensoleillement, pas trop de vent, des belles montagnes. Et ça fait des journées pas trop mal normalement. Bon, alors je te dis que j'étais dégoûté de ne pas faire cette initiation avec toi. Par contre, j'ai pris un plaisir de dingue en préparant l'interview. En général, préparation d'interview sur Mordu, c'est assez cool. Je regarde des vidéos et je lis ce que vous faites. Bon, j'avais déjà vu deux trois trucs sur toi et je m'étais dit waouh, mais alors j'aimerais bien que les gens qui écoutent et qui n'ont pas encore vu ce que tu faisais comprennent bien. C'est que, ok, t'es bon, parapentiste, mais pas que, on va en parler, hein. Tu fais plein d'autres trucs, du wingsuit, du base jump, tu fais plein de trucs. Mais alors rien qu'en parapente, enfin, on est loin de l'image de la petite promenade tranquille, quoi. Elliot, il envoie du lourd, c'est un truc de ma boule. Moi, Sinon, ils seront obligés d'aller voir les vidéos. Ah Quand on ouais, en parle, ils nous croient pas, les gens. ah, Alors. Faut voir les images. faut aller voir. Parce Sinon, que on passe pour des fous pour c'est eux. juste un truc de psychopathe. On a reçu des gens de dingue sur ce podcast. Mais là, toi, tu mets la barre à un niveau très, très, très élevé. C'est hyper impressionnant. Moi, je connais pas bien le parapente. Il y a deux trucs qui m'ont épaté quand j'ai regardé les vidéos que tu produis. Hormis la qualité, parce elles sont top. C'est l'aspect balade et liberté. On va en parler un petit peu. Et puis l'aspect tricks qui est juste dingue. On va commencer sur la balade. Toi, tu fais des trucs de boule. Alors récemment, tu as fait, je crois, un peu le tour du Mont Blanc avec ton Ouais, parapente. ouais, le tour du massif, ouais. On part de Chamonix, on fait tout le tour, on passe par les faces italiennes, un petit tour à 4006 sous le sommet, et rentrer à Chamonix 4h30 plus tard, après Magnifique. être allé jouer un peu dans les glaciers, faire quelques vols de proximité dans la belle glace bleu vive, qui est plus si bleu vive, Ouais. mais il y a encore des très beaux endroits dans la vallée de Cham, il y a encore des beaux glaciers et puis des belles parties. Donc tu te fais des explorations incroyables. Là, il y a le Mont Blanc, mais aussi tu fais un peu des parcours ou un peu des longues distances où tu te mets 100-150 km sur ton parapente C'est ça et qui tu est te balades. assez rigolo ouais, dans le parapente, c'est que il y a l'image du du parapentiste de 50 ans qui prend sa voiture, qui décolle, qui vole en ligne droite pendant 20 minutes et qui atterrit. C'est une partie du parapente, donc on appelle ça des ploufs, c'est du vol découvert, on est tous passés par ça pour apprendre. Et après quand on pousse un peu plus, grâce aux ascendances, on peut soit faire de l'acrobatie, on prend de l'altitude, on descend en faisant de l'acrobatie, donc on se met la tête à l'envers dans tous les sens. Soit on peut faire de la distance, donc on prend l'ascendance et puis après on part en ligne droite, faut retrouver une autre ascendance. Et là on peut faire beaucoup plus de kilomètres que la plupart pensent. Les records ils sont à 600 km. Et derrière, après on essaye de trouver des parcours assez intéressants. Ça existe des triangles, c'est des triangles effeuillés, ce que je te disais tout à l'heure, un triangle équilatéral, donc forcément on est un peu embêté par le vent, donc tu as toute une stratégie, savoir quelle branche faire en première et toute une réflexion. C'est vraiment de la navigation comme un mec part sur son voilier et on a l'impression qu'il va que tout droit et là où il a envie, mais non, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est ce qui dessine un peu le parcours et ce qui rend la chose très intéressante. Il y a des moments mythiques où quand on regarde un peu tes parcours, où à un moment tu te poses
sur une bosse ou une colline et tu regardes autour de toi, tu dis bon alors par là-bas ça a l'air d'être Valmorel ou je sais pas quoi, mais je vais pas pouvoir aller directement, donc j'ai passé par là parce que ça a l'air de mieux souffler. Enfin, t'es tout seul au milieu des montagnes, enfin, Ouais, c'est vraiment, c'est un truc incroyable. c'est vraiment le côté aventure du parapente, le vol de distance, donc le cross-country. Ouais, vraiment comme le mec qui part sur son voilier. Ouais, il se fait son itinéraire de base, au plus court, le plus optimisé par rapport aux conditions. Mais c'est sûr que pendant le voyage, il va avoir un peu des tours à faire, quelques problématiques à contourner. Donc ouais, c'est vraiment l'aventure. On part pour 8 heures de vol et on sait d'où on part, mais on sait pas où. Le but, c'est de revenir pour boucler le vol le soir, mais on sait c'est pas tout le temps que ça le fait. Ouais, alors C'est rare que ça finisse les vols de 200 il y a km. juste ce truc mythique parce que je le disais tout à l'heure, toi t'es vraiment branché multisport, tu combines plein d'univers et notamment tu as fait un combi où tu pars en parapente mais avec une aile de speed flying accrochée aussi et donc tu passes de spot en spot avec ton parapente et après tu changes d'aile, boum, tu te fais une descente pleine balle en speed flying, c'est une espèce de speed riding Ouais, d'été des toutes petites voiles. où là tu t'es collé à la pente, c'est ultra impressionnant, ça a l'air une régalade. Tu poses c'est et plutôt après bien. tu remontes l'autre voile et tu repars en ascendant. Bah voilà, ouais, donc de connu, il y avait le parapente acrobatique. Ça fait 20 ans que les mecs nous font voir des manœuvres de folie. Donc nous, on s'était lancé là-dedans au début. Le vol de distance, donc des vols de longue durée et de grande distance. Et après, bah, il y a un peu les autres côtés du sport que bah, j'essaie de pousser et de faire évoluer. Bah, le vol de proximité, le vol près du sol. On vole quand même à 50-60 km/h, il y a des très beaux passages à faire près du sol. Et une quatrième partie qui n'existait pas vraiment jusque maintenant, nous on a appelé ça les blabla fly. On se balade grâce à nos parapentes, on se véhicule grâce aux parapentes pour aller pratiquer d'autres activités. Donc soit là je le fais tout seul l'hiver avec mes skis aux pieds, je monte avec les ascendances, on pose en haut des montagnes, on descend en skiant, et puis on fait 4-5 vols comme ça, téléski magique. Ça marche en vélo, ça marche en plein, voilà le combo avec les petites voiles de speed flying. Et puis on a essayé aussi de pousser, de combiner deux sports, mais avec vraiment deux athlètes. Donc bah, je prends le mec en vélo, c'est moi qui le fais monter, au lieu qu'il pousse sur les pédales, bah, il monte avec les ascendances sous mon biplace, il saute du biplace, on fait la course, on se récupère en bas. Ouais, il y a un truc que tu as fait avec Léo Taillefer, je crois, où Ouais, il est en ski, toi tu es en parapente et à un moment tu le chopes via une corde à la James Bond, il s'arnache et là boum, lui il part en l'air. ouais, on C'est avait chopé mythique. Kylian Bron aussi en vélo, on lui avait mis un harnais, un mousqueton dans le dos, puis en même temps qu'il roulait, on arrive à le catcher au passage en plein vol. Et puis voilà, ouais, plein de belles idées un peu farfelues et qui sortent de l'ordinaire. Alors quand j'ai débarqué chez toi, Elliot, je t'ai dit non mais attends ces trucs de combi, mais moi je veux faire ça en fait, hein, ça a l'air génial, c'est la liberté, tu voles, tu vas où tu veux, tu pratiques tes sports, tu skis, y a personne et tout. Bon, t'as un peu quand même mis en perspective le fait que c'était pas non plus facile de mettre Non, tout ça non, en place, c'est pas si simple. notamment pour les conditions. Pour les conditions, les plans, bah, il y a des plans galères, hein, on le fait un peu moins voir en image, ou quand on le fait voir avec pas mal d'humour. Il y a des parties où on a peur, un peu comme tout le monde, donc c'est pas facile quand on est tout seul. L'hiver, là, quand je fais les combinaisons parapente et ski, bah, faut que je sois très très léger, donc on vole dans c'est plus des harnais d'escalade qu'une sellette de parapente, donc c'est vraiment des bouts de sang qui nous tiennent. Un tout petit parachute de secours et puis t'as 2000 mètres de gaz sous les pieds en haut de l'ascendance avec tes skis aux pieds. Bon là psychologiquement, des fois il y a la partie mentale qui rentre en compte et puis c'est pas facile de tenir et puis voilà avec la fatigue et c'est ce qui est aussi rigolo, c'est qu'il faut arriver à gérer sa fatigue, son niveau technique, son envie et son degré d'engagement dans les descentes, dans les runs purs. Donc c'est un peu toute cette partie-là qui est pas facile et qui rend l'aventure très technique. Ouais. Faut être bon dans les deux sports, faut être pas mauvais dans sa tête pour revenir debout en bonne santé sur ses deux jambes. C'était quoi ta plus grosse galère là, comme ça en expé découverte? Et bah là j'étais parti, on avait fait un beau... ça fait 4 ans là que je fais des combos, donc la période est très courte, c'est sortie d'hiver, faut qu'il reste de la neige en montagne, qui est assez bonne à skier. Et des ascendances, en mois de février, il n'y a pas assez de différence entre le chaud et froid. Donc les ascendances, ça n'existe pas. On fait que des vols où on descend près du relief. Et à partir d'avril, il y a les ascendances qui reviennent. Donc on peut monter avec les parapentes dans les ascendances et quand même aller skier de la bonne neige. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, mais là, j'arrive à faire 4-5 runs dans la journée. Donc 4-5 montées et 4-5 descentes. Je me suis dit, bah, je vais partir sur 2 jours le faire. Et puis bah, la première journée, il faisait plus chaud que prévu. J'ai raté 3 sommets à 100 mètres près, donc à la fin, bah, je finis à pied avec les pots de phoque.
Donc j'ai bu beaucoup plus d'eau que ce qui était prévu. Le soir, j'ai été fatigué, desséché et je me suis réveillé le matin. J'avais dormi dans une gare d'arrivée de télésiège sur un petit matelas de pisteur. Puis je me suis réveillé le matin, j'étais complètement Je vais juste desséché. préciser pour ceux qui écoutent, quand on dit garde d'arrivée de télésiège, en gros, sauf si t'as un peu triché pour la vidéo, mais en gros, t'avais repéré le lieu avant? Non, mais on sait qu'il y a souvent les arrivées de télésièges qui sont ouvertes et on... Ah là, il y a une arrivée de télésiège, c'est un truc qui est fermé, quoi. Donc, il y a personne et tout, tu te poses et il s'est mis sur la banquette de télésiège pour Des passer fois, il y la a nuit, des quoi. petites trappes d'ouvertes. Là, j'ai eu de la chance que la trappe était ouverte. C'était juste après la sortie de saison, donc je pense qu'ils n'avaient pas eu le temps de tout fermer. J'avais eu un super bon retour de la station. C'était pas ma station, hein. J'étais dans les Beldon. Qui m'a envoyé un message. J'ai laissé les lieux propres. Je m'en suis juste servi intelligemment. Ça sentait un peu la rouille et puis une garde arrivée de télésiège. Mais bon, j'ai passé une bonne nuit. Et puis le lendemain matin, en me réveillant, je me suis dit, là, je suis plus en forme. Il fallait que je marche un petit peu pour retourner trouver un décollage où j'étais déjà dans les ascendances. La veille, j'avais été trop gourmand. J'avais voulu faire un run au coucher de soleil. Et quand j'ai redécollé en parapente pour aller me placer pour le petit dodo, il n'y avait plus d'ascendance. Donc je me suis arrêté à mi-pente, trouvé cette arrivée de télésiège. Et le lendemain matin, au réveil, je me dis, mais j'ai plus de flotte, j'ai pas beaucoup à manger. T'es au Et middle, un peu de nowhere, je suis quoi. dans la montagne. Donc bon, j'avais toujours l'option de redescendre en volant dans la vallée et puis je retournais chercher ma voiture à pied ou en stop. Mais c'était pas du tout mon plan et j'avais pas du tout envie que ça finisse comme ça. J'ai eu la chance de tomber sur 2 randonneurs qui m'ont gentiment offert 2 litres de flotte, une petite sieste, un peu d'étirement, essayer de se remettre un peu en forme. Et pris la décision, un check météo et puis derrière faut arriver à se remotiver et puis tu repars pour la deuxième journée d'aventure. Mais voilà, c'est des phases psychologiques et physiques qu'on voit pas forcément dans les vidéos où on a l'impression que c'est tout beau, tout rose tout le long, alors qu'il y a des parties quand même... Genre par exemple la deuxième journée quand je montais à 3000 sous les nuages pour aller me poser au sommet, le premier jour tu montes à 3000, t'es super haut et t'es hystérique complet donc t'as pas peur. Puis le lendemain t'es fatigué, t'es moins hystérique donc tu te mets à avoir bien peur et toutes les phases où t'es bien perché avec tes skis aux pieds, tu te sens un peu seul quoi. Donc voilà, il y a un peu toutes ces phases là à gérer, les reposes, hein, on se permet de reposer en montagne. Alors oui, en France on a la chance d'avoir des secours en montagne incroyables, merci le PGHM. Mais de les appeler pour tout et rien, c'est pas bon du tout et ça engendre d'autres problèmes derrière. Il faut penser aux autres amoureux de la montagne qui pratiquent en même temps. Donc pas le droit de se faire mal toutes les parties où je repose en parapente. Les descentes, faut quand même pas prendre une bonne avalanche de printemps sur la tronche. Donc voilà, il y a quand même tous ces critères que quand on voit la vidéo, on se dit c'est tout beau tout rose, très facile et demain je viens avec toi. Et puis au final, quand on se met dedans, on se dit merde, je viendrai avec toi mais dans 10 ans quoi. Ah ouais, parce que là, Elliot, on est vraiment dans le sport extrême pour moi, tu vois, de tout On ce l'a un qu'on a peu vu. poussé à l'extrême, mais ouais, il y a 10 ans de pratique à haut niveau en parapente freestyle, donc qui est vraiment la base c'est du pilotage. Donc au niveau pilotage parapente, on a quand même des bases assez soudées. Et derrière, on évolue sur d'autres pratiques, on peut se permettre de les combiner, mais ouais, c'est du travail à long terme, quoi. Bien Ça sûr, se fait pas en... on parlera tout à l'heure des dangers, c'est toujours le thème un peu chiant quand on parle des athlètes comme toi, je sais que t'aimes pas trop, mais on va en parler et j'essaierai de t'en parler un peu moins bêtement que d'habitude, on verra si j'y arrive. L'autre truc que je voulais parler sur la pratique, pareil, pour que tout le monde visualise bien ce que tu fais, donc il y a cet aspect cross-country hyper sympa, découverte, aventure, outdoor, incroyable, et alors il y a un aspect freestyle qui est juste incroyable. Alors moi, mon tricks préféré, tu vas nous expliquer après comment tu l'envoies. Je sais même pas comment il s'appelle, mais j'imagine que c'est Les Infinity Timing. Alors non, moi c'est pas les Infinity, ou c'est ceux où tu fais des front loops, Ouais. mais tu passes au-dessus de ton aile, mais là l'aile elle reste tendue et à la limite, c'est hyper impressionnant, mais je vois à peu près le concept. Mais alors, il y a un truc, c'est cette espèce de back loop. Donc faut imaginer. Parce qu'elle n'existe pas vraiment en fait, cette manœuvre. Alors je sais pas si c'est elle des existe. tricks de skieurs qu'on a un peu... tu vas me parler des backflips J'en sais rien, mais sur bon, les il y a un moment, décrochages. tu t'envoies avec ton parapente, tu montes, donc tu es au-dessus, mais complètement au-dessus de ton parapente, t'envoies un double back loop, donc une double rotation arrière, il y a le parapente qui tombe en drapeau, donc toi tu tombes en chute libre à côté, et là, boum, tu te fais récupérer par ton C'est à peu près ça. parapente. C'est un bon résumé. Alors, vas-y, explique-moi comment ça se passe, une manœuvre comme ça. Ça s'appelle comment? C'est un décrochage dynamique. Donc c'est vraiment l'aéronef qui décroche, donc la voile elle part un peu derrière, et en arrivant avec beaucoup de vitesse, c'est comme ça que ça nous monte au-dessus de la voile, enfin au-dessus de l'horizontale, et que ça nous laisse un timing de chute avant qu'on repasse dessous qui est quand même assez grand. Donc on prend beaucoup de vitesse, on engendre cette ressource, et après on décroche notre aéronef. Donc ça c'est vraiment la partie décrochage, donc c'est un décrochage dynamique. Et derrière, quand les suspentes, une fois qu'on a décroché la voile, les suspentes, nos ficelles se détendent un petit peu.
On pète la tension toute la phase de prise de vitesse. On a Ça de la s'appelle vitesse. du slack comme en kayak? Non, une détente. Détente. Et généralement, c'est pas bon du tout. Donc, quand nos suspentes se détendent, mais là, sur le décrochage, au moment où on perd la tension, ça nous permet de pouvoir faire des flips. J'adore le ski, je fais des petits backflips, mais souvent je m'écrase. Et des doubles backflips, je regarde des copains pro skieurs le faire et je suis gaga comme pas possible. Et là, je me suis dit, je vais prendre mon parapente, 1000 mètres de haut, comme ça je suis sûr de pas m'écraser. Et si je m'en mêle pas dans mes ficelles, je ferai un double backflip avec la réception qui est 1000 mètres sous les pieds. Donc il y a quand même un petit côté visuel assez rigolo quand t'es la tête en bas et que tu vois la planète 1000 mètres en dessous. Et puis après, il y a quand même la partie technique. Quand j'étais gamin, je faisais du trampoline en club. Donc forcément, les double back, les fronts, les machins, c'était les tricks, les premiers tricks que t'apprends et puis qui sont quand même rigolos. Donc là, de Tu le fais combien de faire temps sous mon parapente. entre le décrochage et le moment où l'aile te réceptionne, tu fais quoi en chute libre à peu près en temps, tu penses, ou en distance? Très court. Et puis justement, et c'est ça qui est rigolo dans cette manœuvre, c'est faut respecter les axes et faut respecter le timing. Nous, toutes les figures en parapente, c'est de la prise de vitesse et des timings à respecter. On a l'impression qu'on tire les ficelles dans tous les sens et puis ça réagit bien, mais non, on respecte quand même beaucoup de timing, des prises de vitesse et vraiment des timings. Donc là, au moment où la voile décroche, on pète la tension avec les ficelles, ça nous permet de tourner, mais on est en train de tomber. À un moment, on repasse sous l'aéronef, ça se retend. Si on n'a pas fini la rotation et qu'on a la tête en bas à ce moment-là, on est un peu tout bloqué, la tête en bas, les pieds dans les ficelles. Donc il y a quand même ça à respecter. Donc c'est un timing assez court. Donc quand tu pars, tu te dis que tu peux le faire techniquement, tu as analysé les timings. Et donc au moment précis et au voulu, tu as respecté ta prise de vitesse, les axes, parce qu'il ne faut pas faire le décrochage tout de travers, sinon ça part déjà mal dès le début. Et après, quand tu engendres la partie gymnastique, faut aller très très vite. Je comprends bien, mais tu vois, par rapport aux autres sports, tu vois, où tu peux essayer, même tu vois, alors tu vas nous dire, tu as sûrement des techniques, mais moi, la première fois, quand je tente pour la première fois un trick, en général, je me fracasse, et au bout de 20 fois, ça passe. Toi, tu peux pas. C'est-à-dire que quand tu fais ton truc... on a le droit à l'erreur quand même. On a des parachutes de secours déjà sur nous. En acrobatie, on met 2 parachutes de secours. Justement, si le premier, on le jette mal et puis qu'il se prend dans les ficelles ou qu'on est en rotation et qu'on a un peu merdouillé, on a une deuxième chance, on a une deuxième cartouche. C'est des parachutes ronds mais qui nous sauvent vraiment la mise. Une fois qu'on est un peu dans le rouge, que la voile s'est mise en boule, qu'on est emmêlé ou quoi... Toi, en fait, c'est ça. Le danger, en fait, c'est que tu tombe dans ton parapente. Le plus gros senti, c'est de tomber dans la voile, où là, tout de suite, on est enfermé, c'est papier cadeau, et on est enfermé dans le tissu et toutes les suspentes. On a quand même pas mal de suspentes sur un parapente. Ça, juste pour savoir, ça t'est arrivé déjà? Non, j'ai déjà touché la voile avec ma tête ou des trucs comme ça, mais non, je suis jamais tombé dedans. Pareil, toujours et je pense que c'est ce qui me permet de combiner, de pousser un peu la partie un peu stunt de la discipline. J'ai appris tous les tricks en acrobatie, donc vraiment là, dans ma carrière de parapentiste, de freestyler pro, ils ont tous tiré 15-20 secours dans la phase d'apprentissage, et moi j'ai essayé de respecter vraiment toutes les phases et de toutes les comprendre. Un gros travail psychologique. 15-20 secours 15 essais de tel trick qui a merdé, ça s'en mêle un petit peu, et puis plus beaucoup d'altitude. Au lieu de s'écraser, on tire le parachute pour poser à peu près proprement. Et toi, non, toi, tu tombes pas beaucoup. J'ai eu la chance de tirer qu'un seul secours dans toute ta carrière. J'avais appris toutes les figures sans jamais tirer un secours. Donc un gros travail psychologique et de compréhension. J'avais, avant de faire le premier essai, les 20 gamelles, comme tu dis, quand tu apprends un trick en kitesurf, au lieu de les faire... au lieu de prendre les gamelles en direct, moi je les prenais le soir dans mon lit en m'endormant, à vachement mentaliser le tricks. Toutes les cacahuètes, elles t'arrivent sur la partie où tu mentalises le mouvement. Et forcément, quand t'arrives sur le terrain pour le faire, t'es déjà quand même pas trop mal préparé, quoi. Alors certes, ça nous est arrivé aussi des essais bien ratés. Et si on respecte la sécurité, donc nous en parapente, c'est beaucoup d'altitude. Plus on est haut, souvent ça fait peur, mais c'est là où on est en sécu, parce que ça nous laisse un temps... Je m'étais dit, moi, en regardant les vidéos, justement, devant des lacs et tout ça, je me suis dit, bon, en fait, le truc, c'est sûrement, ils doivent faire ça au-dessus de l'eau. Et l'eau apporte quand même une sécurité aussi optimale, hein. Il y a beaucoup de cascades où on le fait au-dessus de l'eau. S'il nous arrive quelque chose, on tombe dans l'eau avec notre parachute. Même si on arrive un peu fort sur le dur, on serait fait mal. Là, dans l'eau, on se fait pas mal. Et on met des systèmes de sécu en place. Il y a un bateau qui nous attend en bas. Les cascades où on largue les parapentes et tout, pareil, les gens ils pensent
qu'on a paumé le parapente dans la nature, on se met sur un box d'évolution, une zone d'évolution vraiment sécurisée. Donc tout ça, c'est du travail en amont. C'est pas demain je vais faire tel Bien trick, sûr. je vais aller à côté de la maison et je vais le faire. Donc voilà, on réfléchit à notre position, on réfléchit un peu à tout ça. Et si tout ça est pas trop mal fait, ça arrive à un résultat. Mais ça, c'est incroyable, là, ce que tu dis sur la. Alors, je reviens sur la. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai interrompu, mais sur la visualisation, c'est incroyable parce que toi, tu sens vraiment. Toi, t'expliques ta capacité à rentrer des nouveaux trucs sans tomber par cette capacité à visualiser avant. Ouais, je pense. Et puis le biais de la vidéo, moi, je suis arrivé dans le parapente dans ma grosse phase d'évolution où je voulais apprendre à faire tous les tricks, etc. Où il y avait le début des vidéos en embarqué. Beaucoup de gens nous disent que c'est de la connerie la vidéo, ça pousse à l'enflammade, etc. Je suis d'accord sur cette partie-là, mais par contre c'est une très grosse partie de la pédagogie, je trouve, la vidéo. Et j'ai énormément appris à débriefer le soir. J'allais m'entraîner pendant 3 heures, mais le soir je bossais pendant 4 heures sur l'ordinateur à débriefer de mes erreurs, des actions qui ont été réussies et de la bonne évolution. Et voilà, en y réfléchissant beaucoup, en y pensant énormément, en servant un peu de la vidéo et en ayant un papa qui m'a fait mon assurance vie pendant une bonne partie de mon enfance. Voilà, en arrivant à être cadré, ça s'est super bien passé. Ah, c'est incroyable ça. Et tu arrives à appliquer ce que tu as développé en visualisation dans le parapente dans d'autres domaines. Là, je disais, moi, le mec est insupportable, hein, Elliot. Hein, il déchire en parapente, mais tout ce qui touche, il est pas mal. Tu arrives à appliquer ça hors parapente, c'est-à-dire quand tu te lances dans un nouveau sport, tu passes beaucoup de temps à visualiser, à regarder des vidéos et tu sens un apport Je énorme. rêve de coller des gros kite loops en kite et là j'y ai bien mentalisé. Je pense que dans pas longtemps ça va essayer les premiers essais. Et ouais, pareil, beaucoup de repérage, on va dire, en vidéo. Et puis essayer de se mentaliser un peu le geste une fois qu'on l'a fait 2000 fois dans sa tête. Je pense qu'on est déjà plus armé pour aller le faire réellement et être présent physiquement dans la cascade que d'arriver du jour au lendemain et se dire tiens, j'ai vu le voisin faire ça, j'y ai pas du tout réfléchi à comment il a fait, mais il y arrive donc je vais essayer et puis ça va peut-être marcher. Et ça, c'est un Ça truc va le faire, mais que tu t'as vas prendre développé plein de gamelles. tout seul, ado, dans ton lit, ou tu t'es fait aider avec des coachs? Est-ce que toi-même, tu es capable de coacher sur de la visualisation? Comment ça fonctionne? Le padré a toujours fait voilà, beaucoup de pratiques sportives et beaucoup de montagnes. Donc forcément, on a toujours regardé un peu nos paternels de façon ce que je disais à TF1, moi je crois pas en Dieu, mais je crois en mon père, tu vois. Donc forcément, tu l'écoutes, tu l'écoutes vraiment, ce qu'il dit, tu le fais, et puis tu réfléchis même pas à s'il a tort ou s'il a raison. Et j'ai l'impression qu'il avait plus souvent raison qu'il a eu tort. Donc il m'a aidé là-dessus, et il m'a fait comprendre que quand et on a l'exemple des copains qui se font mal ou qui disparaissent. Une fois qu'on s'est fait du mal à notre petit corps, on tue complètement notre progression. Donc des fois, il vaut mieux progresser un petit peu plus doucement, réfléchir un petit peu plus, et puis 2 mois plus tard, arriver à son objectif en étant en bonne santé et surtout pas de frayeur, quoi. Alors forcément, c'en est fait des frayeurs. Et quand j'avais 16 ans, quand je me mettais une frayeur, je voyais que ma progression était flinguée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin le temps de repasser au-dessus et de revenir le patron, on va dire, entre guillemets, dans l'action, quoi. Donc oui, j'ai compris que les phases où on a peur et qu'on s'est fait peur, ça aide pas du tout à la progression. Ah, mais en même temps, Donc aller un petit peu moins vite moi, je peut... sais que si je me. Bon, j'ai pas ton talent, c'est sûr. Mais si je me mets pas un coup de pied aux fesses en me disant, allez, tu sors de ta zone de confort, et puis ça va pas marcher, mais c'est la première marche, la gamelle, la peur, c'est la première marche vers un jour réussir à poser un nouveau truc, tu vois. C'est pas facile à doser parce que moi, si je fais que les trucs où je suis safe, bon bah. T'évolues pas aussi énorme. On se met le coup de pied aux fesses, pareil, hein, même après avoir mentalisé 2000 fois le tricks dans sa tête et se dire, bon, là c'est bon, je sais où j'en suis dans ma tête. Si demain je vais essayer, je devrais pas être trop perdu. Bon, quand tu te retrouves en l'air dans ta sellette, t'es pas dans le même. Psychologiquement, t'es pas pareil que la veille devant l'ordinateur à te dire, ouais, c'est bon, j'ai compris le trick, je vais essayer, ça va marcher. Forcément, t'as l'appréhension, et c'est une appréhension qui est à vraiment à prendre en compte, je pense, dans le sport et dans les sports un peu extrêmes. Dans la vie en général, je pense, quand il y a une appréhension, faut surtout pas la mettre de côté et de l'effacer. Je sais pas, le petit jeune qui va faire son premier entretien devant le patron, il va avoir peur. S'il met que cette peur et cette appréhension de côté, au lieu de s'en servir, ça va pas l'aider. Que de le garder dans le coin de la tête, il faut se mettre le petit coup de pied aux fesses pour avancer.
Et voilà, vraiment arriver à s'en servir, faut l'écouter, je pense, sa peur, et puis réussir à vraiment s'en servir. Que d'avoir peur et de faire le trompe-la-mort bientôt mort, on s'en fout d'avoir peur, je le mets de côté et yandale, je fais la tête brûlée, ça aide pas forcément. Et de trop s'écouter et de pas se pousser, c'est vraiment dans la vie en général, je pense, effectivement ça marche pas non plus, ça aide pas à évoluer et à avancer. Donc, Et c'est de se dire, et ça par exemple, je sais que les amateurs du dimanche comme moi on le fait pas assez, c'est de se dire, un tricks en fait, c'est pas t'arrives sur le spot, tu te dis tiens, qu'est-ce que je vais faire et de le lancer, c'est plutôt avant de se dire, voilà, regarder les vidéos des mecs qui l'ont fait avant, regarder les conseils, de se mettre à la place, essayer de visualiser si je et t'envoie de l'évolution, tribord. la progression aussi avant, parce que là, les gens qui m'écoutent, ils vont dire, ouais, ben dans ce cas-là, le jeune, il va conseiller aux gens d'acheter une aile de kite, d'aller regarder 3 tutos sur Internet, et puis d'aller essayer un kite loop. Non, ouais, moi, quand je mentalise un tricks, c'est que toute mon évolution avant, du petit tricks, le tricks qui suit, tout a été respecté. On peut pas apprendre à faire un dérapage en vélo avant d'avoir appris à enlever Faire du vélo. les roulettes, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et le mec qui a jamais fait de vélo, qui aurait besoin d'avoir les roulettes, qui regarde le tuto YouTube pour faire un dérapage ou un wheeling, effectivement, il va s'en mettre une. Et là, l'apport, la pédagogie en vidéo est pas bonne du tout. Donc oui, gaffe à. J'ai vu un tuto sur YouTube, c'est bon, je peux essayer. Bon, si le mec il veut apprendre à faire le plus gros tricks du monde, mais qui sait pas faire la base de pilotage dans son sport, bon, le tuto YouTube va juste le tuer, quoi. Ça va pas l'aider dans son évolution. Donc voilà, c'est vraiment faire la part des choses. Faut se servir des autres, mais on est tous quand même différents. Donc il y en a qui ont besoin plus de temps, plus de mentalisation. Il y en a, ils ont besoin d'être poussés, puis d'y aller. Et d'aller, faut essayer, faut se pousser, et puis en ayant plus de ratés, forcément, mais voilà, ils y arrivent. Donc tout le monde est vraiment différent. C'est un juste milieu. Il faut s'écouter, mais pas de trop. Je pense qu'il faut bien se connaître. Et ça, c'est pareil, c'est pas que dans le sport, c'est vraiment dans la vie en général. Et le sport aide énormément pour apprendre à un humain à se gérer, je pense. C'est vraiment la partie psychologique du sport qui me fascine. C'est qu'on apprend vraiment à se gérer, quoi. On va parler de ce sujet tout de suite, comme ça on va l'écarter après. Les sujets qui fâchent. Le parapente, le base jump, le wingsuit, c'est hyper dangereux. Il y a des morts. On te pose tout le temps la question, dire c'est hyper dangereux. Dans combien de temps tu vas mourir? Est-ce que t'es un trompe-la-mort? Faut que je diffuse vite cette interview, sinon machin, un truc comme ça. Non, mais blague à part, c'est vrai que quand on regarde ce que tu fais et ta pratique, forcément pour les gens qui sont pas dedans, ça interpelle. Moi, j'aurais 2-3 questions là-dessus. La première, déjà, quand on te pose ces questions-là sur ah c'est dangereux, tu vas peut-être mourir, qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, c'est pas une fierté d'être pris comme un trompe-la-mort ou bientôt mort. Malheureusement, il y a plein d'humains qui se tuent dans le sport, qui se tuent dans la vie en règle générale. Donc le côté accidentogène, c'est sûr que c'est pas la partie qui nous fait rire. Et moi, je me lève pas le matin en me disant ah cool, je suis un trompe-la-mort, je vais engager pour faire le cade. Et plus on engage en plus, et moins généralement moins ça plaît aux gens parce que c'est parti à fond dans l'extrême. Moi je fais pas ce sport pour dire que j'aime envoyer du lourd et me faire peur et puis voilà. Mais c'est la réalité, hein. Malheureusement ça fait partie du game, et je pense que la vie elle est belle, c'est aussi grâce à ça, hein. C'est qu'il y a un début, il y a une fin, et qu'on joue entre ces deux phases là, mais voilà, on sait qu'il y a une fin, donc faut le garder en tête. Et alors, est-ce qu'il y a que les gens extérieurs au milieu ou les journalistes qui posent ces questions-là, ou est-ce qu'entre vous, vous en parlez? On en parle forcément parce que oui, c'est sûr que c'est une problématique qui existe vraiment. Il y a des accidents. C'est super dur parce que ouais, c'est sûr que si on n'a pas envie de mourir, il faut rester devant une télé. Mais 40 ans plus tard, tu as d'autres soucis, puis tu vas mourir pour d'autres raisons. Donc moi j'incite plutôt les gens à sortir et à aller faire des belles choses dans la nature, en ayant conscience du facteur risque, et de le prendre en compte et essayer de le gérer, et puis de s'en éloigner, mais bien le garder en tête, quoi. Et du coup, comment ça se passe avec tes parents, ta compagne? Maman, elle a les cheveux tout blancs. Ouais. Non, celle qui les a voulu, ses cheveux blancs. Non, c'est sûr que c'est pas évident, hein. Pour une mère, je pense que c'est des super beaux moments de vie. Elle était en larmes quand on gagnait les Coupes du Monde, et quand elle est ravie, c'est la première, je crois que c'est ma plus grande followeuse, ma maman. C'est clair. Donc c'est sûr que c'est génial, et elle me voit épanoui tous les jours et le plus heureux du monde.
Elle avait peur pour ma vie parce que le sport est en train de se démocratiser. Les Australiens, ils en vivent, mais ça c'est très récent quand dans la tête d'un Frenchie, on puisse vivre du sport. Donc déjà, ma maman, elle me disait non, passe ton bac plutôt parce que ton parapente, il va pas te faire vivre. Donc déjà là, il y a eu des confrontations et elle a mis du temps à y croire. Et puis là, c'est la plus heureuse du monde que j'arrive à m'en sortir. Et après, ouais, c'est forcément une peur en continu qu'on lui passe le mauvais coup de fil. J'ai vraiment pas envie, tu vois. Ça me met des frissons d'en parler. Et il y a des exemples tous les ans des amis et des pratiquants qui disparaissent. Donc ouais, c'est des problèmes. Je prends pas de chasse et j'ai pas de pression par rapport à mon patron, mais ça serait presque notre patron au final, la mort, quoi. Ouais, C'est exactement. bête à dire, mais voilà. Et il faut la Je te- respecter pour pas avoir d'embrouille et de mauvais passages à avoir à faire avec elle, quoi. Toi, si tu devais donner un conseil à un jeune de 16 ans là, qui suit tes traces, qui adore ce qu'il fait et qui a des parents, par exemple, qui sont ultra flippés et qui lui disent non mais stop. Quel conseil tu lui donnes pour l'aider à embarquer ses parents, ses proches? Et les écouter. Je pense que c'est les anciens qui ont raison et pas les jeunes. Un ancien qui est vivant, il peut forcément avoir plus raison qu'un petit jeune de 16 ans qui se dit je vais rester vivant et je vais tout vous expliquer. Bon, s'il grille trop d'étapes et qu'il est trop sûr de lui, il va pas vieillir. Donc je pense que l'ancien, pas tout le temps, mais l'ancien a souvent raison. Des parents qui disent à leurs enfants qui sont pas du tout dans le milieu, on va prendre le parapente, le gamin il a 17 ans, il va apprendre à voler, les parents ont jamais volé, ils ont peur de prendre l'avion et je comprends tout à fait qu'ils aient peur pour leur fils. Toujours pareil, les écouter, donc oui les parents ont peur, et d'engendrer un travail construit, quoi, de leur expliquer, d'arriver à leur faire comprendre que c'est pas si dangereux, qu'en faisant les choses bien. C'est ce qui s'est passé moi avec mes parents, quoi. C'est un contrat de confiance, quoi, en gros. Alors oui, maman maintenant elle a beaucoup moins peur que quand j'avais 16-17 ans et qu'on était bien tout jeune, tout fou, mais elle y croyait et elle se disait ça va bien se passer parce que j'écoutais mon père qui était vraiment l'assurance vie, et quand il me disait ça tu le fais pas, je le réfléchissais pas et je le faisais pas, quoi. Donc oui, je remercie papa, grâce à lui je suis vivant de nos jours. Donc quel conseil à donner aux petits jeunes, petits jeunes ou pas, à 40 ans c'est trop bien d'être petit jeune dans sa tête. Et on peut faire des grosses bêtises à 40 que le petit jeune à 16 ans va pas le faire parce qu'il y en a un qui est tout fou et l'autre qui est tout sage et qui s'écoute trop. Donc écouter les autres, écouter les gens qui ont de l'expérience et puis pas en faire qu'à sa tête et se servir de tout ce qu'on nous dit, même si le voisin nous raconte la plus grosse bêtise, au lieu de se dire c'est un âne et puis j'ai oublié, et plutôt essayer de s'en servir, sortir le positif, le négatif, et puis voilà, essayer de se construire comme ça avec un peu tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on a analysé, quoi. Tu me disais que toi, là, tu as 27 piges et déjà, tu dis, prends un peu moins de risques qu'il y a 2-3 ans. Tu as l'impression que tu es déjà sur un moment où tu t'assagis. Des risques différents, on a progressé techniquement, on mixe les disciplines, donc c'est des nouveaux risques qu'on rajoute dans le game. Oui, il y a des projets vidéo où techniquement je suis tout bon depuis 10 ans pour le réaliser. Il y a 5 ans j'étais nickel dans ma tête et je voulais le faire, et là effectivement je commence à me dire, pas forcément, oui c'est la peur qui parle. Dans le sport, moi je regarde vachement, et on est sur ce chapitre, le côté accident, je regarde vachement ce que va me procurer en plaisir. C'est une réflexion bête, mais je pense que quand j'avais 18 ans, je raisonnais 50-50, 50% de plaisir, 50% d'engagement. Jamais au-dessus de 50%, parce que tu te dis je vais pas revenir à la maison le soir. 50-50, il y a déjà une grosse part d'engagement. Maintenant, je dois plus marcher dans du 80-20 ou 90-20, quoi, avec seulement 20 degrés d'engagement. Donc oui, on a vachement resserré cette marge et cette appréhension. Ah, parce que ce qui est assez rigolo, c'est quand on voit ce que tu fais, on te voit toujours avec la banane de ouf. Elliot est un excellent communicant. Mais tu me dis derrière... Je transpire là. En interview, là j'ai peur. Là, T'as peur ? Je suis en train de mouiller le t-shirt là. C'est bien, ça me fait plaisir. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on te voit, là, notamment une vidéo où tu atterris sur un cheval, le mec il est en parapente, il atterrit sur un cheval, tu vois le truc, tu te dis, bon, ça se passe super bien, et tu te dis, mais bon, le gars il a peur de rien, parce que moi j'aurais tellement peur de me faire défoncer par le cheval. Là tu me disais, ouais, alors, bon, je fais genre, ça se passe bien, mais il y a vachement de préparation, j'avais vachement peur. La peur, elle passe dans la préparation aussi, je pense. Au début du projet, moi je réfléchis à toutes les petites couilles qui peuvent m'arriver. Donc vraiment que le côté négatif de ma cascade, de mon projet. Et petit à petit, déjà dans ma tête, j'arrive à les franchir, ces caps, à me dire ok, cette erreur, je ne vais pas la faire parce que je vais bien réfléchir à ça, je vais m'y prendre de telle façon, hop, déjà ce problème-là, il est réglé, je l'aurai plus. Donc au début, tu as très très peur,
Ouais, quand j'ai posé sur le cheval, là, la première image que j'avais en tête de cette action, c'était de prendre un grand coup de sabot, de reculer de 3 mètres. Moi aussi. Le parapente finissait sur Marco le canasson et on faisait du rodéo. Là, je me suis dit, ouais, non, là, je la fais pas l'action. Petit à petit, je me suis dit, ok, au lieu d'arriver directement sèchement derrière lui, si je me rate, il me met un coup de 12, on va plutôt essayer de se préparer, de faire copain avec l'animal, de poser un peu à droite à gauche. On a fait plusieurs essais, et voilà, on avance étape par étape. Et forcément, la peur, elle diminue au fur et à mesure. Il en reste toujours un peu. Là, j'avais pas le droit de me faire peur. Tu vois bien, tous les vétos, ils nous disent, plus t'as peur, plus il va être méchant, le machin. Je suis zen et détendu, Marco, on va être copains. Donc, tu vois, j'ai essayé de gérer tout ça. C'était rigolo, c'est un travail d'équipe, cette action, mais pas avec un humain, avec un chouette animal, quoi. Mais en fait, t'es cascadeur. J'ai du mal à le dire parce que, voilà, moi, le côté extrême me plaît pas du tout. Je me considère plus comme artiste, on va dire, que comme cascadeur. Cascadeur, il y a une notion vraiment de préparation, d'entraînement. C'est pour ça que je rajoute professionnel après Ne le le mot faites cascadeur. ouais, bien sûr, cascadeur professionnel. Et il y a une notion de, enfin, ne le faites pas. En fait, c'est des pros qui l'ont fait avec des techniques, de la préparation. Vous voyez pas tout et tout ça. Et j'essaye de vachement l'apporter, ça. Je veux faire voir mon sport au plus grand public possible. Je pense que c'est un très beau sport, que ce soit le parapente ou de profiter de la vie est un très bon choix, je pense. Il faut le faire, mais voilà, à son niveau, donc toujours s'écouter. Donc c'est sûr que quand on fait les grosses cascades, généralement on parle de la sécurité et c'est pas un sujet qu'on fait parce que le sponsor nous a dit de le faire. Moi, ça me rend triste comme jamais de voir les chiffres au niveau des accidents, c'est pas bon du tout. Donc c'est sûr que c'est le premier truc que j'aimerais qu'il soit réduit dans les activités qui me passionnent. Donc oui, on met un gros coup sur la sécurité et c'est, je pense, à pas négliger. Ouais. Alors, tu parles beaucoup du plaisir. Moi, je me demande, c'est quoi ton moteur? Est-ce que tu as identifié c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans que tu fais du parapente, que tu as tout donné là-dedans, que des fois c'est ultra fun et puis des fois c'est ultra galère. Quand on t'écoute là, on sent que c'est potentiellement le plaisir, profiter de la vie. Est-ce qu'il y a un truc plus profond? Je pense que l'amour que j'ai, enfin le feeling qui me plaît autant, c'est la glisse. Et en parapente, c'est un sport de glisse. On le voit pas parce que l'air est pas comme une surface comme de l'eau, mais c'est un sport de glisse comme le bateau est un sport de glisse, comme le ski l'est. Et effectivement, tous les sports que je pratique, c'est que des sports de glisse. Il y a tout le temps une sensation de glisse. Donc je pense que c'est vraiment ça qui me prend et qui me prend au trip, plus que de la sensation de voler. Et après, les deux combinés, c'est la joie ultime, quoi. Mais qu'est-ce qui nous pousse je crois que déjà c'est un peu dans mes gènes. Hein. On a commencé très jeune et puis tout l'univers, l'ambiance du sport. J'ai l'impression que ça m'a plutôt bien éduqué, plus que d'aller faire le voyou à la sortie de l'école avec les copains. Ouais, mais ce qui est marrant, tu vois, quand j'échange, on avait Antoine Albo récemment sur le podcast. Bon, Antoine, il y a plein de moteurs, mais il y a vraiment un moteur gagne, quoi, tu vois. Justine, il y a un moteur surfer les plus belles lignes possibles. Toi, j'ai l'impression, quand j'échange avec toi, t'as pas un moteur objectif. Effectivement, je prends presque autant de plaisir à aller faire un vol en biplace à plat avec ma maman, qui est anti-acrobatie, que de faire l'action la plus ouf, aller tendre une highline entre des parapentes ou des trucs un peu farfelus qu'on a fait. J'ai la chance d'arriver à y prendre autant de plaisir. Donc déjà, ça me fait pratiquer tous les jours. Mais il y a toujours cette recherche. Tu vois, là, je me suis mis au kitesurf. J'ai une envie de progresser monstrueuse. En parapente, je l'ai un petit peu moins parce que j'ai fait quand même 9 années à haut niveau et qu'on s'est battu tous les jours pour arriver aux objectifs. Donc si, c'était quand même le moteur de motivation, était quand même la recherche de la performance et des victoires. Elle continue un peu à l'heure actuelle avec les vidéos. C'est ce qui me passionne, c'est qu'on pousse les prouesses, en plus de partager ça avec notre public et de faire évoluer notre sport. Si, il y a quand même toujours cette recherche de prouesses techniques et puis d'évoluer, de toujours essayer de faire pas forcément mieux, mais du mieux de soi-même. En compète, il y a des compètes où où j'ai été 8ème, j'étais plus content qu'une autre compète où j'ai gagné la Coupe du Monde parce que les autres copains ont volé comme des pieds, quoi. Ouais. Tu vois, t'es plus content de toi quand t'as réalisé le meilleur de toi-même. Gagner, c'est bien, mais d'être bien dans ses baskets et puis bien dans sa tête, je pense que c'est encore plus important. Donc. J'ai l'impression que tu adores partager l'amour de ton sport. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est génial avec le parapente, c'est ces vols en biplace. Tu vois, tu me l'avais proposé, mais je sais que c'est un truc que vous pouvez faire. Voler à plusieurs, c'est absolument mythique. J'ai vu que tu avais lancé ou en tout cas tu participais à une association qui s'appelle Nos Étoiles Volantes, je crois.
Si tu peux en dire un mot. Bah oui, le partage, ça me passionne. J'ai fait 8 années à haut niveau. Le seul partage qu'il y a, c'est avec le père, le coach et les sponsors. Donc c'est quand même un projet très personnel. Donc on est quand même assez loin du partage. On partage la même navette avec les copains, mais il y en a un qui pleure et puis les autres qui sont... Et il y en a un il y en a tout le monde pleure et puis il y en a un content. Donc c'est quand même des projets vraiment personnels. Cette envie de partager, je l'avais eu il y a 15, 13 ans, 14 ans de ça. La première fois que j'avais le droit d'aller voler tout seul sur un site, ma mère m'avait posé au déco, au saisie, en face du Mont Blanc. Et j'étais tombé sur un enfant qui était en fauteuil, qui pétait vraiment pas la forme. Il pendait dans son fauteuil, mais je sentais qu'il avait envie de toucher, qu'il était pris dans cet élément et dans cet univers. Et on l'avait juste mis dans la sellette, donc dans le harnais de parapente, et on l'avait porté avec le père. Quand j'avais vu l'effet que ça avait fait dans les yeux de la maman et du gamin, je m'étais dit que c'était quand même très important de le partager. Moi, ça m'a rendu très heureux, très épanoui dans la vie, toutes ces belles activités. Et je pense que l'envie de le partager, il vient de là. Ouais. C'est que ça m'a rendu vraiment très heureux. Je pense que ça peut en rendre le sport, enfin l'épanouissement, rend les gens heureux. Donc oui, j'essaye d'en motiver le plus possible. Et derrière, après avoir fait 8 années à haut niveau, avoir les résultats sportifs que je voulais, donc réussi un peu tous mes objectifs, je me suis dit je veux le partager. Je veux partager mon univers. Les gens nous disent souvent, ouais, on a de la chance. Non, on l'a beaucoup provoqué, la chance. Et je pense que tout humain qui pète la forme, et tout à l'heure je disais, on a déjà de la chance d'être vivant et en bonne santé. Il y a beaucoup d'humains qui pleurent alors ils pètent la forme. J'aimerais partager avec eux et les booster, mais il y en a aussi malheureusement qui naissent avec des sacrées mauvaises maladies et ils pètent vraiment pas la forme. Et pour eux, c'est beaucoup plus dur de s'épanouir, de découvrir nos univers et de découvrir ça, quoi. Donc je m'étais dit, mon projet, ça sera avec des enfants malades. Et il y a 3 ans, j'ai regardé sur internet toutes les associations d'enfants handicapés dans la région. Forcément, il y en a des centaines et des centaines. Tous les parents qui ont un petit qui est malade, ils font une asso. Et je suis tombé sur nos petites étoiles qui regroupent 60 associations. Et donc forcément, quand on part sur un projet d'événement où on veut leur faire du parapente, plein de petits ateliers, des découvertes de slackline, de machin, c'est une journée sans maladie, on appelle ça. Et je me suis dit, là, avec l'association de petites étoiles, on peut faire des journées où on va réussir à booster, à dynamiser la vie de 10, 12 gamins et les accompagnants. C'est aussi beaucoup pour les familles qu'on fait ça. Et le gamin, il pète pas la forme, mais il s'en rend pas tant compte que papa, maman et les frangins, ils sont présents au quotidien dans le combat. Donc vraiment une journée où ils oublient la maladie et que tout le monde partage et vraiment arriver à leur faire connaître ce qui me passionne. Et ça marche super bien. Ça aurait été la 4e édition, là. Et c'est carton plein et c'est, je crois, la meilleure thérapie au monde. Je termine toujours en demandant, toi, quelqu'un que tu aimerais écouter, quelqu'un qui est une source d'inspiration pour toi, que tu aimerais écouter dans le Mordu, le podcast. 2 personnes qui m'influencent et qui sont plutôt jeunes, ils sont très 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 bons et ils continuent à être heureux, à croquer la vie à plein temps, c'est les Soul Flyers, Fred et Vince refait. C'est juste incroyable. En kite, forcément, les 3-4 jeunes de la team F1, les copains Paul Serein et tout, je suis juste fasciné par ce qu'ils font. Donc quelqu'un qui se bouge les fesses dans la vie, qui est heureux, qui essaye de le partager un peu, et puis s'il est très bon, c'est encore mieux, ça nous fait encore plus rêver, quoi. Bon, c'est cool, je t'en demandais un, mais j'en ai 3 là. Ouais. Fred, Vince et Paul. Fred et Vince, là, les Soul Flyers, là, nous font vibrer depuis 15 ans. C'est génial. Et écoute, c'était un grand plaisir, Elliot, d'échanger avec toi. Je te dis, j'ai kiffé de préparer cette interview et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et un plaisir partagé. Bon, et puis on va remercier Elliot parce que, pour être très honnête avec vous, on a dit qu'il pleuvait, mais en fait, il fait plutôt beau. Il y a 25 nœuds sur le spot. Donc il est dégoûté. Il passe son après-midi avec moi plutôt que de rider. Ouais, c'est la vie, mon gars. C'est ça de ce sportif professionnel. Voilà. Ça se paye des fois. C'est la vie. Et puis, je pense que on peut inviter tout le monde à aller voir ce que tu fais sur Insta et sur YouTube. C'est de vraiment, ça met le sourire folie. Et quelques étoiles dans les yeux. De la folie. Bravo. À plus, mec. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous le savez très probablement, mais malheureusement, depuis l'enregistrement, Vince Refait nous a quittés. Tout comme Elliot, nous l'admirions énormément et sommes bouleversés par sa disparition.
Nous en profitons pour témoigner toute notre affection à sa famille et ses proches. Nous avons une profonde admiration pour toutes ces personnalités qui tracent leur route et vont au bout de leur passion. Cette admiration est l'un des moteurs de ce podcast. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour le premier épisode de Tendance Ride. Notre expert maison, Thierry Seret, répondra à la question qui agite le monde de la glisse. Quel avenir pour le foil ? À très vite sur Mordu.